Chapitre 16. Croyances objectives, subjectives. Pour ce chapitre, je vais m'inspirer essentiellement de Bruce Lipton, professeur en médecine, chercheur en biologie et épigénéticien. Le terme épi du mot épigénétique signifie au-dessus. Donc l'épigénétique est le fait de regarder au-dessus de la génétique. Cette science prouve en fait qu'une grande majorité des maladies ne sont pas liées à l'hérédité génétique, mais à nos propres comportements. Selon certaines études, il y aurait seulement 8 maladies qui seraient réellement héréditaires dans le monde entier, et les cancers, par exemple, n'en font pas partie. L'épigénétique est une science qui prouve à quel point la fameuse expression « je ne crois que ce que je vois » est totalement fausse et devrait être remplacée par « je vois et je deviens ce que je crois ». Je vais vous parler des cancers. De base, par hérédité, se transmet un seul gène cancérigène qui deviendra un cancer uniquement par l'association d'environ 12 à 14 autres gènes. Mais comment ces gènes s'assemblent-ils? Bruce Lipton a réalisé plusieurs expériences pour comprendre. Il a pris un gène cancérigène qu'il a divisé et placé dans différents environnements. Il s'est rendu compte que c'était effectivement les environnements des cellules qui assemblaient les gènes cancérigènes ou non. Mais en fait, du coup, de quoi dépend l'environnement de nos cellules? L'environnement intérieur dépend de nos pensées, de nos émotions, puisque c'est par rapport à ces dernières que nous sécrétons nos hormones et que nos hormones agissent sur nos cellules. L'environnement extérieur, lui, dépend de la façon dont notre thalamus l'interprète. Et qu'est-ce que je disais précédemment à propos du thalamus? Que nous pouvons modifier son interprétation en faisant attention aux vibrations sonores, à la luminosité et en commençant à optimiser le pourcentage de nos émotions positives grâce à ceci. Ce qui veut dire qu'en fait, nos émotions sont aussi importantes que nos pensées et d'après moi, elles vont de pair. Effectivement, à chaque émotion, y est associée une ou plusieurs pensées à énergie négative ou positive. Je fais ici une petite parenthèse de développement personnel afin de vous donner quelques clés supplémentaires. Pour savoir quelles paroles et pensées sont à éviter, vous pouvez vous aider du triangle de Karpman. Le persécuteur, le sauveur et la victime. Ces trois comportements sont à éviter car ils induisent notre perception à voir des victimes et des persécuteurs partout. Dans le rôle du persécuteur se trouvent les besoins de compétition, comparaison. Je suis meilleur que toi, lui a une pire vie que moi. Les critiques envers les autres ou envers soi-même. Il est moche, je suis incapable. Dans le rôle de la victime se trouve la dévalorisation, je n'y arriverai jamais, je suis un moins rien. La justification permanente, oui mais, parce que mais. La comparaison, compétition, j'ai la pire vie qui existe. Dans le rôle du sauveur, donner toujours aux autres, au détriment de soi-même. Vouloir toujours aider les autres sans se poser la question de comment les personnes interprètent cette aide. Exemple, insister envers une personne âgée pour lui laisser une place dans un bus alors que la personne refuse et se vexe. Pour en revenir à l'épigénétique, l'environnement de nos cellules dépend effectivement de nos hormones, mais également de l'environnement extérieur tel que la luminosité, les sons ou encore les fréquences radio d'après Bruce Lipton. Bref, notre thalamus quoi. On sait aujourd'hui, grâce à de nombreuses études, que le stress, l'adrénaline et le cortisol influencent grandement le développement de cancer ou d'autres maladies. Bruce Lipton raconte souvent une histoire que je trouve très inspirante et qui illustre très bien l'effet du stress. J'ai envie de vous la raconter. Imaginez un homme préhistorique. Il se retrouve face à un ours. Son instinct va être de fuir, n'est-ce pas? En fait, c'est la production d'adrénaline qui va permettre au cerveau de prendre la décision de fuir. Maintenant, imaginez un homme préhistorique malade, à nouveau face à un ours. Il faut espérer que l'homme arrivera à semer l'ours avant que la maladie ne le tue et qu'il n'ait pas besoin de courir durant de longs jours. Effectivement, la production d'adrénaline demande une telle énergie que le corps est obligé de diminuer, voire stopper l'efficacité du système immunitaire. En fait, cette histoire est racontée afin que vous preniez conscience que si vous avez une surdose de stress, d'adrénaline dans votre quotidien, alors vous augmentez considérablement vos chances non seulement de développer une maladie,
mais également que votre corps n'arrive pas à lutter contre. Et de nos jours, le stress qu'un homme préhistorique éprouverait face à un ours n'est pas le même, mais tout aussi destructeur car constant. Le stress du travail, de la vie de couple, des enfants, il est notamment augmenté pour les personnes avec des pathologies psychiques, dépression, bipolarité, schizophrénie, autisme, etc., qui sont des sujets au stress permanent. Dans son livre, Bruce nous révèle que le cerveau, entre guillemets, de la cellule ne serait pas l'ADN comme la médecine darwinienne l'estime, mais serait apparemment la membrane de la cellule. Grâce aux éclaircissements de Bruce sur la composition de la membrane d'une cellule, on comprend alors qu'à l'intérieur de celle-ci se trouvent des protéines régulatrices et des protéines effectrices. L'ADN serait plutôt comme un disque dur, entre guillemets, qui contient les informations génétiques de la personne, mais dont ce sont les protéines régulatrices dans la membrane qui gèrent la lecture ou non. Ces protéines régulatrices fonctionneraient comme une manche sur un bras, réagissant aux hormones et également à la lumière, au son ou encore par l'énergie qui circule dans le corps envers la lecture de l'ADN. Entre parenthèses, les protéines effectrices, elles, agissent comme des soldats qui exécutent alors les ordres donnés par rapport aux informations de la lecture de l'ADN. Effectivement, des biologistes auraient réalisé plusieurs expériences qui prouvent que les cellules interagissent avec l'énergie, comme celle où ils auraient enfermé des cellules dans une boîte et placé d'autres cellules, soit saines, soit en mauvaise santé, enfermées à côté. Aussi incroyable que cela puisse l'être, les cellules malades ont transmis leur mauvaise santé aux cellules dans l'autre boîte, sans aucun contact. Bruce explique ce fait à travers l'explication du fonctionnement des ondes, comme lorsqu'on jette un caillou dans l'eau. Il y a parfois des interférences constructives et parfois des interférences destructives. Nous pouvons alors prendre en considération que nos pensées sont une énergie, soit constructive, soit destructive, et qu'effectivement elles interagissent directement avec le comportement de nos cellules. Une anecdote de Bruce me semble également très intéressante. Lorsque Robert Koch avait émis la théorie que les bactéries et virus étaient la source des maladies, un homme voulut le contredire. Il avala alors un verre d'eau infecté du virus du choléra. Cet homme croyait si fort qu'il n'aurait aucun problème en avalant ce verre qu'il n'eut effectivement absolument aucun symptôme. Je m'arrête ici pour les exemples du livre de Bruce Lipton, mais je conseille vivement à chacun de lire La biologie des croyances de Bruce Lipton. Vous rappelez-vous de mon ami hypnothérapeute Mel, dont le rôle avait déclenché des grands changements dans mes croyances dans mon livre précédent. J'avais souvent de longues conversations téléphoniques avec lui et un jour il m'avait dit une phrase qui m'avait interpellée. Lorsque tu veux te souvenir d'une chose ou que tu as besoin d'une réponse à une question, demande à ton subconscient en posant la question à haute voix. Même si cela prend plusieurs mois ou années, il retrouvera forcément la réponse car il cherchera jusqu'à trouver et il ne s'arrêtera pas. Cela peut paraître anodin et pourtant la vie m'a prouvé que cela fonctionne parfaitement. Ou sans aucun doute que le fait que je crois en cette faculté du cerveau fait que cela se réalise encore aujourd'hui. Et c'est finalement cette croyance qui me permet chaque jour d'établir, de relier, d'intercroiser des hypothèses dans la vie, sur les comportements et pour la santé. Notamment lorsque je prends des notes, je laisse toujours en suspens des questions pour aller plus loin dans le raisonnement, souvent en laissant de l'espace vide, et j'y reviens après plusieurs pages d'autres notes, qui d'un seul coup m'amènent à une réponse des anciennes notes. Je trouve ce phénomène assez fou et très ingénieux, mais en fait, ce n'est que ma croyance. Venons-en aux croyances. Qu'est-ce qu'une croyance ? Une croyance est le fait de croire en une chose. On entend souvent ce mot à des fins de religion, mais en réalité, il est très utilisé dans certaines médecines américaines pour expliquer les liens entre les croyances et les maladies. D'après moi, il y a les croyances subjectives et les croyances objectives. Oui, j'ai inventé mes propres termes. La croyance subjective peut être soit négative, soit positive.
Les positives sont celles des personnes qui font du développement personnel ou, en tout cas, qui travaillent pour modifier leur cerveau. Les négatives sont celles que l'on retrouve presque partout et par tout le monde. Il y a par exemple la croyance que la viande est nécessaire à la santé. Une personne qui a cette croyance, qui, imaginons, ne mange pas de viande pendant une semaine et qui alimentera la croyance de tomber malade à cause de ce manque, va réellement tomber malade. Car la croyance est aussi formée de pensée, et la pensée est une énergie, et nos cellules se modulent par rapport à elle. Notre corps entier n'est qu'un assemblage de différentes énergies et atomes en lien seulement grâce aux énergies qui, comme l'explique Bruce Lipton, créent une sorte d'électricité en nous. En fait, chaque matière que l'on pense être solide ne serait qu'énergie et ce sont nos propres croyances qui nous donnent la sensation de toucher ou voir des éléments solides. Le docteur Joe Dispenza, lui, explique qu'il rencontre souvent des personnes qui disent vouloir changer de vie en oubliant de changer leurs pensées et croyances. Il explique que selon la science, nous pensons entre 60 000 et 70 000 choses par jour, mais que 90% de nos pensées sont exactement les mêmes que la veille. Comment changer de vie en ayant constamment les mêmes pensées, sans changer la moindre chose en nous-mêmes, d'autant plus lorsque ce sont des pensées négatives. Un autre scientifique inspirant, Greg Braden, raconte une expérience qui a été réalisée en 1909, l'expérience de la double fente. Si je vous résume, en premier lieu, les scientifiques ont catapulté une particule face à un obstacle dans lequel une petite fente permettait de passer et se retrouver contre le deuxième genre de mur, entre guillemets, derrière. La première expérience fut concluante, la particule trouva la fente et se retrouvait alors contre le deuxième mur. Ensuite, les scientifiques ont reproduit la même expérience, mais en plaçant deux fentes cette fois-ci. Comment la particule allait choisir quelle fente emprunter? Est-ce que la particule allait s'arrêter ou passer dans une seule des deux fentes? Incroyablement, la particule, avant l'obstacle, disparaît pour se transformer en énergie, passer entre les deux fentes et se retrouver totalement transformée contre le mur de derrière. Greg Braden pose ensuite la question: qui savait qu'il y avait deux fentes cette fois-ci? Les scientifiques. Ce serait en fait leur propre conscience, leurs pensées, qui ont influencé la transformation de la particule. Greg Braden explique que les croyances créent des ondes magnétiques. Pour continuer sur les croyances, je souhaite à présent vous donner mes propres exemples, car heureusement pour moi, je n'ai jamais adopté la fameuse expression « la curiosité est un vilain défaut ». J'ai toujours préféré découvrir et me faire mes idées par moi-même, plutôt que de croire naïvement tout ce que l'on me disait, même si je garde toujours en mémoire les informations qui me semblent utiles, par conséquent que je vérifie par moi-même. Exemple, il y a peut-être 10 ans de cela, une personne m'avait dit que lorsqu'on verse de l'eau bouillante des pâtes dans l'évier, il fallait de suite mettre de l'eau froide pour éviter d'abîmer les tuyaux. Premièrement, cette information ne me paraissait pas logique et totalement absurde. Un changement brutal de température entre eau bouillante et eau froide, là, oui, cela peut faire exploser les robinetteries. Alors lorsque j'ai eu mon premier appartement, je n'ai jamais rajouté d'eau froide. J'ai observé et je me suis rendu compte qu'en faisant cela, mon évier ne se bouchait absolument plus. J'ai alors compris que l'eau bouillante permettait de nettoyer naturellement les tuyaux. Depuis, lorsque parfois mon évier se bouche, je n'achète pas de produit, mais je verse 2 casseroles d'eau bouillante et hop, l'eau s'évacue à nouveau. Si j'avais suivi la croyance que l'on m'avait soufflée, aujourd'hui j'achèterais tous les mois des produits hors de prix. J'en ai fait de même lorsqu'un jour, quelqu'un m'avait dit de mettre le vernis à ongles au frigo afin qu'il coule mieux. J'ai d'abord essayé et je me suis rendu compte que cela fonctionnait. Quelques années plus tard, je me suis retrouvée avec un marqueur sec. J'ai réfléchi à la composition du produit, j'ai senti l'odeur et je me suis dit que cela avait le même genre de substance que le vernis à ongles que je mettais dans mon frigo depuis plusieurs années. J'ai alors mis le marqueur au frigo pendant quelques heures et hop, il était comme neuf.
Ces deux exemples prouvent premièrement que la curiosité n'est pas seulement incompatible avec le mot défaut, mais qu'elle est totalement nécessaire dans la vie si nous ne voulons pas subir entre guillemets notre vie et surtout subir les mauvaises croyances des autres. Deuxièmement, il prouve notamment la puissance de la croyance objective. Le fait d'essayer une expérience sans prendre parti, sans émettre ni de peur ni de conviction particulière, permet d'analyser une situation en toute objectivité. Si nous réfléchissions tous de cette manière pour notre santé, je pense que le monde entier se porterait mieux. Avant de boire les paroles des médecins provenant de la médecine darwinienne, qui en soi n'a absolument pas évolué depuis plusieurs dizaines d'années, je pense très intéressant d'avoir en nous ce que j'ai nommé la croyance objective, ainsi que la curiosité des choses. En gros, tenter des expériences en anticipant les possibles conséquences problématiques, en les amoindrissant ou un mot qui vous parlera plus, en relativisant d'avance. On ne fait pas d'expérience sans réfléchir aux conséquences possibles, bien sûr, mais on ne se laisse pas envahir par la peur des conséquences possibles, on reste objectif. Bien sûr, les plus hypocondriaques d'entre nous, ou surtout les plus attachés à la médecine darwinienne, vont penser « On ne peut pas tenter des expériences nous-mêmes pour la santé ». Je vous répondrai uniquement de commencer d'abord à modifier votre manière de penser, car si vous avez ce genre de pensée, je ne m'étonnerai pas qu'une maladie grave se développe en vous si cela n'est pas déjà fait. À bon entendeur. À bon entendeur. En parlant du mot relativiser, j'aimerais vous donner mon point de vue sur ce triste mot. Ce mot suggère que l'on prend 90% de négatif en compte et 10% de « je fais semblant que cela ne me touche pas publiquement, mais en moi je suis à 100% en colère ». Ce mot n'a absolument rien de positif. Avoir des pensées positives, c'est le fait d'accepter la chose négative sans en faire une montagne, en pensant de suite à la solution. Et je dirais même un minimum de 3 solutions différentes en quelques secondes, sans que cela ne demande un effort au cerveau, car justement, il est déjà formaté à la pensée positive. Être positif, ça n'est pas faire semblant devant les autres. Être positif, c'est avoir conditionné son propre cerveau à penser positif à chaque instant. C'est avoir conditionné son inconscient entier au positif. Être positif, c'est aussi le fait que le cerveau voit toujours plus de solutions que de problèmes. Bref, après cette parenthèse, j'aimerais faire le lien entre croyances, pensées, paroles et énergie. Prochain chapitre, chapitre 17, le sensoriel, les ondes cérébrales, la pensée et les croyances.